j'ai le sentiment, à travers tout ce qui est exprimé aujourd'hui en France, que c'est un pays qui ne va pas très bien. C'est ça qui s'exprime par une certaine inclination à un parti en particulier qui pour moi est vraiment extrême et qui fait aussi écho avec d'autres propos tout aussi extrêmes de l'autre côté. Bonjour. Bonjour. Quand on a un petit peu discuté avant l'enregistrement, vous m'avez dit je suis français. Alors évidemment, c'est une question qu'on doit vous poser. Alors je le dis pour les auditeurs qui ne vont pas vous voir, mais qui vont nous entendre. Vous êtes noir, donc, Oui. donc évidemment, quand vous dites que vous êtes français, on s'interroge sur quel français êtes-vous, quelle est votre histoire et votre parcours. Et c'est une question qui est très intéressante, surtout en ce moment. Oui. Je suis né en France, à Paris, d'un couple d'étudiants camerounais et je suis marqué par les mobilités qu'ils ont initiées avant ma naissance, pendant ma naissance et après. Et mon identité, c'est la continuité du rêve de ma mère et des rêves de mes parents, mais en particulier de ma mère qui voulait découvrir le monde en étant amoureuse de son mari, de son homme. Je suis né à Paris, mais j'aurais pu naître à Bruxelles. Parce que l'année de ma naissance, ma mère finissait ses études à l'Université libre de Bruxelles, en ayant quitté Paris, parce qu'elle avait eu une opportunité pour poursuivre ses études à Bruxelles, alors qu'elle et mon père vivaient en France. Elle est revenue donner naissance à son deuxième garçon, que je suis, à Paris, pour des raisons pratiques. D'accord. Et après, nous sommes rentrés au Cameroun, j'ai été petit. Je suis revenu en France après pour passer le bac, devenir sérieux, devenir un homme, comme elle m'a dit, quand j'ai quitté l'aéroport de Yaoundé, que je l'ai embrassé et qu'elle m'a serré la main en me disant tu sais ce qu'il te reste à faire. Et je pense que j'ai essayé de ressembler à son rêve. Voilà qui je suis. Vous venez de me dire je devais être né à Bruxelles. Oui. Quel individu auriez-vous été aujourd'hui si vous étiez né, on fait un peu de fiction existentielle, quoi, si vous étiez né à Bruxelles? Est-ce que vous auriez été quelqu'un d'autre? Et quelque part, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que la France vous a apporté? Je n'aurais pas été quelqu'un d'autre parce que de toute façon, on serait reparti à Paris très vite. Parce que mes parents étaient installés à Paris et ma mère a passé 2 années à prendre le train pour aller à Bruxelles. Il passait la semaine chez son frère, mais la base de ma famille était Paris. D'accord. Et donc, je ne suis pas sûr que ça aurait changé fondamentalement les choses, peut-être un peu, mais j'en sais rien, je ne peux pas refaire l'histoire, mais je sais que je suis le fils de ma mère et de mon père. Et qu'en tant que le fils de ma mère, je pense que ma vie n'aurait pas été fondamentalement différente de ce qu'elle a ouvert pour moi. Elle m'a ouvert le ciel, en fait. Peut-être que quelque part, la filiation vous définit davantage que les lieux que vous avez occupés, c'est ça? C'est ce que j'entends un peu dans... Parce que ma filiation et les lieux que j'ai habités sont aussi, pour mon enfance en tout cas, sont aussi les lieux que mes parents ont choisis. Ma mère est tombée folle amoureuse de la France. Elle a eu 2 garçons en France. Après, elle est rentrée chez elle au Cameroun. Mais elle a laissé des traces de ses amours françaises au sein de nos cœurs, de mon frère et moi. Moi, j'ai toujours su, même quand j'étais au Cameroun, j'ai toujours su que je partirais en France. Mais une des grandes chances de ma vie aussi, c'est qu'on a grandi dans des conditions tout à fait favorables au Cameroun, quand on était petits, tous les 4, parce qu'après on s'est retrouvés à 4. Et j'ai toujours su que j'allais repartir en France. Et j'ai eu la chance de grandir au Cameroun en même temps, qui est un pays que j'aime beaucoup aussi, puisque c'est le pays de mon enfance, c'est le pays de mon adolescence et de mes premiers émois. Et vous m'avez dit aussi, j'ai essayé de poursuivre le rêve de ma mère. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire ce rêve? Parce que quand je vous entends, et je vous écoute surtout, je me dis que ce rêve, c'était peut-être d'avoir des enfants français. Il n'y a pas forcément uniquement une nationalité de papier, quoi. Mais qui... C'était 2 choses. Le rêve d'avoir des enfants heureux et aussi le rêve que ces enfants aiment peut-être le pays où elle les a mis au monde et qui finissent par les aimer, peut-être tel qu'elle a aimé pendant quelques années. Et je me suis toujours demandé mais pourquoi elle avait autant aimé ce pays. Mais peut-être que les raisons sont très complexes. Il y avait qu'elle ait découvert un nouveau pays, qu'elle était très amoureuse, qu'elle était très heureuse, qu'elle est devenue maman dans ce pays. Et j'ai toujours eu, de ce point de vue-là, même quand je n'étais pas en France, et même quand j'étais au Cameroun,
un attachement particulier à ce pays, du fait de la projection que ma mère faisait de ses années de jeunesse, de ses premières années de mariage, etc. Au tout début, quand je vous ai invité à me raconter un peu votre histoire, vous m'avez dit que voilà, c'était quand même une question importante. Et vous avez dit surtout en ce moment. Alors, je dois préciser que nous sommes à J-2 Oui. du premier tour des élections législatives Ouais. en France, que quasiment tous les sondages donnent le parti d'extrême droite, Rassemblement national, gagnant. Donc c'est ça le contexte pour ceux qui écouteront peut-être plus tard notre entretien. Et évidemment, ce contexte nous contamine, qu'on le veuille ou pas, Oui. nous influence du moins. Ouais. Et évidemment, je trouve ça assez émouvant de vous poser cette question en ce moment, quand vous me dites que votre mère rêvait d'avoir des enfants heureux et peut-être des enfants qui aiment la France, comme elle l'a aimé. Donc, quel est votre lien affectif avec la France? J'ai envie de dire de façon générale et particulièrement aujourd'hui à J-2 des élections législatives. Alors, aujourd'hui, j'ai pas seulement l'impression, j'ai le sentiment, à travers tout ce qui est exprimé aujourd'hui en France, que c'est un pays qui ne va pas très bien. C'est ça qui s'exprime par une certaine inclination à un parti en particulier qui, pour moi, est vraiment extrême et qui fait aussi écho avec d'autres propos tout aussi extrêmes de l'autre côté. Mais il faut qu'on soit bien lucide, en fait, par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui. Les personnes ou les idées qui sont les plus dangereuses, elles vont faire mal à la France. Pas seulement les individus, à toute la France. Et moi, si j'ai un message à faire passer, c'est en général, quand on nous interroge sur cette thématique-là, on voudrait qu'on parle de ce qui nous fait mal. Moi, j'ai envie, en ce moment en particulier, de penser à toutes les personnes anonymes avec qui moi j'ai cheminé depuis tout le temps que j'ai passé en France et sans lesquelles je ne serais peut-être pas là. C'est à elles que je pense, à ceux qui m'ont tenu la main, à ceux qui m'ont aimé, à ceux qui m'ont accompagné. C'est à ces personnes-là que je pense parce qu'elles existent en France. Votre réponse est quand même très politique, quelque part, de choisir de parler Bien de sûr, ces personnes-là et de sûr. ne pas peut-être alimenter un je n'ai pas discours envie, défaitiste, c'est ça? Je n'ai pas envie de prononcer le nom des médiocres. Pas du tout. J'ai envie de prononcer le nom des fleurs que la France sème et qu'elle récolte. Et grâce auxquelles je suis là en face de vous aujourd'hui. Des amis, des enseignants, des copains, des camarades, des médecins, etc. Et moi, je pense à ces personnes-là parce qu'elles ne font pas de publicité. Parce qu'on ne fait pas de publicité pour les gens qu'on aime. Oui. Voilà. Ou on ne fait pas de publicité quand on est prof de lycée et qu'on fait son travail. On ne fait pas de publicité quand on est prof de fac et qu'on fait son travail. Mais ces gens-là ont changé ma vie, l'ont nourri. La personne que j'ai rencontrée en France, qui est la mère de mes enfants, elle ne va pas faire de publicité. Mais je pense aussi à elle. Parce que si je tiens debout, je pense aussi à mes enfants. C'est hyper facile de dire à des gens qui veulent me voir souffrir que je souffre. Je ne souffre pas. Parce que c'est toute la France qui va souffrir. C'est très facile quand quelqu'un n'est pas bien, parce que pour voter pour cette extrémité-là, il faut ne pas se sentir très bien. Donc j'ai même aussi, pas seulement de la colère, j'ai de la compassion pour ceux qui vont tellement mal, qu'ils en sont arrivés à ce qui va nous passer. J'ai de la compassion pour eux. Je ne voterai jamais comme eux, mais j'ai de la compassion pour eux. Pour aller tellement mal au point d'abîmer son propre pays, il faut vraiment être très mal en point. Et je fais la distinction entre des électeurs qui vont mal et la quelques franges d'électeurs qui sont juste haineux. Eux, ils ne m'intéressent pas, je n'ai rien à leur dire, absolument rien. La haine n'est pas un sentiment politique. Enfin, ce n'est pas les sentiments politiques qui m'intéressent. Je comprends bien. Pour les autres, moi, je suis sûr et certain que dans ma vie, j'ai déjà rencontré des gens qui ont été bienveillants avec moi et qui sont en train de voter pour le parti dont je ne prononcerai pas le nom. Et pour ces personnes-là, j'ai de la compassion. Parce qu'elles vont abîmer leur propre pays avant de m'atteindre moi. Personne ne va m'atteindre. Personne. Rien ne va m'arriver. Je trouve ça non seulement vraiment très beau ce que vous dites, et c'est aussi d'utilité publique, j'ai envie de dire, d'opposer, je ne sais pas, à la haine, à l'ignorance, probablement aussi à un certain obscurantisme, d'opposer la compassion comme outil, peut-être comme remède aux maux MAUX de notre époque et de cette France que l'on observe en ce moment. Alors, vous faites aussi partie de la FIDEMO, de la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Et évidemment, le fait de participer, d'agir de façon
active au sein de cette fondation, encore une fois, a une résonance toute particulière à l'époque que nous sommes en train de vivre. Donc, je ne peux pas faire l'économie de cette question. Qu'est-ce que la démocratie pour vous, Fred? La démocratie, pour moi, c'est un ensemble de valeurs. Et c'est aussi une paraphrase du bonheur tel qu'il était défini par Saint-Just. Saint-Just disait que le bonheur est toujours une idée neuve, la démocratie est toujours une idée neuve, et c'est Alain Touraine qui l'a reprise comme ça, cette définition. La démocratie se réinvente donc toujours et tous les jours. Elle est la combinaison de l'unité et de la diversité. C'est ça la démocratie pour moi. Et c'est vraiment un ensemble de valeurs qui nous portent à avoir le souci de notre dignité et de celle des autres, où qu'on soit. Qu'est-ce qu'on a fait de la dignité, nous, à notre époque? Il arrive qu'on la malmène, mais il arrive aussi qu'on se mobilise pour elle. Il arrive que la dignité de nos semblables soit blessée à l'autre bout de la planète et qu'on se mobilise pour ça. Il arrive que les humains, y compris aujourd'hui, se mobilisent pour les humains qu'ils ne rencontreront jamais. Donc le souci de dignité, oui, il existe dans notre monde. Mais s'il existe au point où on en est, c'est qu'elle est aussi bafouée aux quatre coins du monde. Alors que c'est pas seulement un sentiment, c'est une attitude de survie, respecter la dignité. En vous écoutant, certains pourraient penser, ce n'est pas mon cas, mais pour le plaisir de l'échange, j'imagine qu'il peut y avoir des réactions de ce type. Certains pourraient penser que vous êtes un utopiste dans cet éloge de la compassion, de la dignité, du rapport à autrui, de possibilités heureuses dans le monde d'aujourd'hui. Quelle serait votre réponse à cette Quand remarque? je dis que dans 3 jours, dans 2 jours, dans une semaine, il y a des gens qui vont voter et qui vont abîmer leur pays, ce n'est pas une utopie. Il y a des gens qui vont abîmer leur propre pays, ce n'est pas une utopie et ce n'est pas une belle idée. Mais si, pour certains, leur idée, c'est qu'ils vont m'abîmer moi, c'est impossible. C'est impossible. Il ne va rien m'arriver dans 3 jours. En particulier, par rapport à ce qui va arriver à la France, à moi, il ne va rien m'arriver. Mais comment êtes-vous aussi sûr d'être protégé du scénario le plus... Parce que c'est aussi la France. D'accord. Parce que c'est aussi la France. Et en fait, je suis juste en train de tenir un raisonnement qui, moi, me semble extrêmement lucide. Les gens qui vont voter vers les extrêmes, notamment vers l'extrême droite, ils ont une utopie, une violence en eux qui ne peut se réaliser totalement que si la France devient un État fasciste. Je n'y crois pas. Maintenant, si dans leur utopie, c'est que leur voisin ne sera plus noir, que leur voisin ne sera plus d'origine algérienne, c'est pas vrai. Ça ne va pas leur arriver. Ils auront le même voisin le lendemain. Moi, je leur souhaite juste de s'être fait du bien en votant, que ça les ait soulagés. Mais ils ne vont rien faire de moi. À moi, il ne va rien m'arriver. À leurs voisins, ils ne vont rien leur faire. Ils vont se défouler. Le défouloir n'est pas une attitude politique qui fait avancer les choses. Maintenant, on va peut-être restreindre les libertés de quelques-uns, sans doute, et c'est très grave. Mais il faut garder en tête que la France est encore un État de droit, avec des contre-pouvoirs sur lesquels on peut compter. Parce qu'au fond, moi je comprends ce que vous dites, mais certains voudraient que je parle d'eux, parce que c'est ça qu'ils cherchent. Mais on a le droit aussi de parler de leur détresse. Qu'est-ce qui fait que tu prennes un bulletin de vote et que tu votes contre toi-même? Qu'est-ce qui t'arrive à ce point? Parce que si par exemple tu es agacé, tu as la haine, que dans la classe de tes enfants, il y en a d'autres dont les parents sont venus d'ailleurs, ton vote ne va rien changer. Tes enfants auront les mêmes camarades de classe la semaine prochaine et l'année prochaine. Ce que tu essayes d'abîmer, c'est que demain, à 16 ans, que certains camarades de tes enfants aujourd'hui, qui se retrouvent à se dire mais pourquoi moi, X, je ne suis pas français comme Y? C'est tout ce qui va arriver. C'est mettre juste de la peine. Et la peine que ça va causer à certains ne va rien apporter à ceux qui vont la causer. Rien du tout. Rien. Donc en fait, ce vote haineux, au mieux, il aura une dimension cathartique pour ceux qui sont dans cet état d'esprit. Et autrement, ça n'apportera pas ou peu de changement. Ça n'apportera rien de positif. Oui. Ça va sans doute abîmer la vie de quelques-uns. Mais la vie de quelques-uns, pour moi, elle est aussi porteuse de France. C'est pour ça que je dis ça va abîmer la France. Okay? Parce qu'on voudrait
que l'on puisse penser que ça va tellement abîmer la vie de quelques-uns que ça va arranger celle des autres. En l'occurrence, le malheur des uns ne va pas faire le bonheur des autres, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce qu'on est une société. Ce n'est pas vrai. On va juste compliquer la vie de quelques-uns, mais ça ne va pas arranger la vie de la France, ça va abîmer la France. Parce que ce dont on va abîmer la vie, c'est aussi la France. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous écoute vraiment avec passion et attention, notamment ce fameux proverbe le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, j'ai toujours pensé que c'était, d'une part, c'était incohérent et puis extrêmement immoral de vouloir y croire de toute façon. Mais néanmoins, je dois admettre que qu'en observant le monde des médias particulièrement, que cette logique de compétition pour le bonheur, elle est extrêmement courante et embrassée par beaucoup, ne serait-ce que théoriquement. Notamment dans les logiques, alors je dis ça de façon rapide, c'est très complexe, dans les logiques de migration ou de représentation de l'autre en Afrique ou en Europe. Donc, comment expliquez-vous en fait que cette logique de compétition pour le bonheur, pour une meilleure place, dans un lieu qui n'existe peut-être pas, qui est fantasmé, comment cette logique détient-elle autant de défenseurs et de succès aussi? On est malheureusement dans un monde de compétition qui ne peut être atténué que par la construction du lien social entre les uns et les autres. En période de crise économique, etc., ou de malaise social, on assiste à la prolifération d'individus, du monde des individus, mais qui ont besoin de se raccrocher à quelque chose qui les lie. C'est aussi ça le vote des extrêmes. On vote à partir de l'illusion ou de la réalité qu'on se fait d'une communauté politique. On se rattache à quelque chose. Et on essaye de s'y rattacher tellement plus fort qu'on est un individu, qu'on est parfois isolé par justement ce sentiment de compétition, etc. On essaye de se rassurer de manière générale. Mais la compétition, elle fait partie du monde d'aujourd'hui et que les partis politiques, toutes les institutions de médiation doivent jouer leur rôle aussi pour essayer d'accompagner les citoyens, les plus faibles notamment, les plus vulnérables notamment. Toutes les instances d'intermédiation qui doivent exister dans une société doivent travailler à plein régime pour que les Français se retrouvent les uns à côté des autres dans une nation commune et qu'on n'accepte pas d'être divisés. Nous parlons aujourd'hui à Praia. Nous sommes tous les deux présents aux premières assises de la Fondation de l'innovation pour la démocratie, fondation au sein de laquelle vous êtes actif, j'avais dit tout à l'heure. Dans ce que vous venez de dire, cette vision très individualiste qui vient quelque part, me semble-t-il, court-circuiter ou empêcher une certaine démocratie ou limiter. Et quel est vous parlez de l'importance des institutions, quel est l'objectif de la FIDEMO, de la Fondation de l'innovation pour la démocratie? Quel est votre rôle ou comment concevez-vous votre rôle au sein de la FIDEMO? Et effectivement, quelle est, en tant qu'institution, parce qu'elle en est une, cette fondation, que peut-elle pour le monde de demain? Alors, l'idée de la fondation est de repenser les dynamiques démocratiques en Afrique en prenant pour base le renforcement, le réarmement intellectuel des collectifs citoyens en Afrique et ailleurs d'ailleurs. Et un deuxième objectif est sous-jacent à ça, c'est de replacer, à travers toutes les personnes qui vont entrer dans cette aventure, de replacer l'Afrique, non pas hors du monde, mais au cœur du monde. C'est un peu un des grands objectifs auxquels j'adhère et qui nous vient de Achille Mbembe, qui était l'initiateur en fait de l'idée de la fondation à laquelle le président Macron a adhéré. Donc moi j'y crois parce que l'Afrique a subi pas mal on va dire, de désagréments pour rester soft, mais elle aussi est un continent d'une puissance potentielle énorme. Et le fait d'accompagner les jeunesses d'aujourd'hui, de les lier d'un pays à l'autre, y compris celles dont on dit qu'elles sont de la diaspora, le fait de les connecter est aussi une manière de se reconnecter au monde, de se reconnecter aussi aux autres, à tous les autres, à partir du continent africain. Et ce que nous vivons depuis 2 ans, depuis le lancement de cette fondation, qui a été lancée en octobre 2022 à Johannesburg, c'est une super belle aventure. Et moi, je voudrais et je pense qu'il faut qu'on fasse tout pour qu'elle continue. Parce qu'il y a des gens qui n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer, qui se rencontrent,
Les activités sont organisées d'une ville à l'autre. Aujourd'hui, on est à Praia. Le mois dernier, on était à Yamoussoukro. Dans quelques temps, on sera sans doute à Douala. Et puis à Paris, etc. etc. Et cette aventure-là qui permet à des jeunesses du monde d'être liées est une aventure absolument fantastique et qui a vraiment un objectif qui est juste extraordinaire. C'est avec de petites choses qu'on fait les plus beaux défilés. Fred Eboko, merci beaucoup. Et je dois dire que j'ai eu un plaisir particulier à vous écouter dans cette période où la tentation du fatalisme est très forte. Vous m'avez redonné espoir dans des lendemains qui chantent. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste dire un petit mot, puisqu'on parle de cette période-là, à un ami, un garçon avec qui j'ai habité, chez qui j'ai habité pendant 1 an, pendant mes dernières années de thèse. Et le jour de ma soutenance, il m'a donné le cartable de son grand-père. Et je pense à lui très fort, Franck.